Sunderlight Productions. Et si la photo n'était finalement qu'un moyen de partager ce qu'on aime plutôt qu'une fin en soi? Mon invité a un amour dévorant pour l'automobile qu'il a couplé à sa passion de la photo pour se créer un métier et une vie sur mesure. Dans cet épisode, on va parler de se différencier de soi-même, d'aimer sa propre production, de tout donner dès le départ, des choix du journal, d'être au mauvais endroit pile au bon moment, de persévérer, de garder la leçon mais pas le souvenir, et d'un tout petit boulon qui fait de gros dégâts. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Antonin Vincent. Bonjour Antonin. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir de t'avoir. Ça fait 2-3 semaines qu'on discute ensemble pour enregistrer cet épisode. Tu as fait un truc que j'ai trouvé intelligent et sensé et que tout le monde ne fait pas forcément, mais j'ai beaucoup aimé cette approche. Tu m'as dit je vais écouter. Tu as écouté, tu es revenu vers moi, tu as dit écoute, allons-y. Mais tu connaissais pas en fait au départ. C'est vrai que c'est un truc qui m'est pas arrivé depuis très longtemps que les gens que j'invite ne connaissent pas. Faut peut-être preuve qu'il faut que j'aille chercher un petit peu plus loin mes invités. Mais du coup, ça m'a fait plaisir de te voir revenir en fait après coup. Non, mais ouais, effectivement, je connaissais pas le podcast. J'en avais entendu parler, mais j'avoue que j'avais jamais écouté. Et par contre, je consomme beaucoup de podcasts. J'avoue quand je suis sur les routes ou en déplacement ou même quand j'édite. Et c'est vrai que parfois, quand on voit des personnes, en fait, j'avais besoin de savoir où je vais quand même où j'allais parce que c'est vrai que quand on voit certaines personnes qui sont pas où elles sont, ça fait un peu bizarre quand on est habitué, qu'on connaît bien la personne qui fait le podcast et qu'on est habitué au podcast, de voir quelqu'un qui sait pas où il est. Donc c'était important pour moi d'écouter d'abord et puis de savoir un peu où j'allais. Ouais. C'est une bonne philosophie, je trouve, et je pense que ça déteint sur le reste de ton travail d'une manière générale. C'est peut-être aussi pour ça que ton travail est assez quali. C'est que je pense que tu es quelqu'un de très réfléchi, en fait. Peut-être j'essaye en tout cas de réfléchir. On va aborder aujourd'hui un sujet qu'on a déjà abordé dans le podcast, qui est la course automobile, qui est l'automobile et la course automobile, avec Alexis Gour, la première fois que j'avais reçu, je ne sais plus le numéro de l'épisode, mais je le mettrai dans les notes d'épisode, que tu connais, il me semble. Oui, Alexis, ouais, je le connais bien, on habite tous les deux à Toulouse. Et pour tout te dire, moi j'admirais le travail d'Alexis quand j'étais au lycée, que je me cherchais un peu, que j'étais passionné de photo et de sport auto. Et je lui écrivais, et je me souviens d'un jour où on a été boire un café ensemble, j'étais au tout début, j'étais encore dans mes études, et où il me donnait tous ses conseils et où j'admirais son travail. Donc ouais, et aujourd'hui, parfois quand Alexis a un clash de date et qu'il a deux reportages qui se clashent, il m'appelle, donc ça me fait... C'est la vraie reconnaissance. Ça me fait très plaisir, ouais, carrément. Quand une personne dont tu admires le boulot te recommande, c'est qu'il y a un truc que tu as fait qui est plutôt pas mal, quoi. Exactement. Je m'inspire pas mal de son boulot et d'autres, bien sûr, mais ouais. D'accord. On va juste démarrer avant l'elevator pitch. On va démarrer par un remerciement. C'est Damien Domaine. C'est lui qui a attiré mon regard sur ton travail. C'est grâce à lui, du coup, qu'on s'est retrouvés en contact, et c'est grâce à lui que cet épisode existe. Donc, merci Damien. Ouais, merci beaucoup. Tu connais la première question, c'est l'elevator pitch. Tu es dans un ascenseur, il y a Steve Jobs qui passe la main, qui rentre à côté de toi, et tu as 3 étages pour lui dire qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui racontes. Déjà, moi, Steve Jobs, je pense que avec mon caractère un peu introverti et réservé, je vais sûrement pas oser lui adresser la parole. Ouais. Mais non, si je dois me présenter, je m'appelle Antonin, j'ai 27 ans, je suis photographe de sport auto, donc j'ai beaucoup de chance d'allier mes 2 grandes passions dévorantes dans un métier et de vivre de ça. Donc voilà, je fais tout ce que j'aime, et s'il a des voitures, comme a priori, s'il a besoin pour la e-car ou j'en sais rien de communication, je suis là. Avec plaisir. J'aimerais bien l'avoir aussi. Tiens, ça fait aussi. Ouais. Si ça arrive et que tu as besoin d'un assistant, je suis là. Avec plaisir. Donc j'avais noté pour rebondir un petit peu que tu étais fan d'automobile, manifestement, ce qui semble se confirmer. Ouais. C'est la grande passion, c'est clair. Depuis toujours, depuis que t'es petit,
c'est venu quand même assez tard, mais j'ai toujours été passionné par certaines choses et à fond dedans. Et quand je me passionne pour quelque chose, ouais, je vais à fond dedans. Et c'est venu au collège, je pense. J'ai fait une colo. Mes parents m'ont fait faire une colo en Italie. Et dans la colo, il y avait une journée à Maranello, donc chez Ferrari, dans un musée. Et je me suis, voilà, c'était coup de foudre. Et je ne parle plus que de ça. Et ça ne s'est jamais arrêté depuis. Et voilà, c'est bien. Alors les gens ne voient pas, mais moi je vois l'arrière-plan de la vidéo où on est en train d'enregistrer, où effectivement il y a quand même des modèles réduits de Formule 1 et de belles voitures derrière toi. Il y a les couvertures, je pense que c'est les tiennes, donc c'est logique qu'elles soient exposées, mais il y a un vrai amour de la voiture, ça c'est sûr. Si on regarde tes stories, j'ai vu, on va l'aborder rapidement parce que j'ai trouvé ça très sympa. T'as fait un road trip au Japon, ça j'aimerais bien que tu nous en parles un tout petit peu. Ouais, récemment. Alors. Je voyage beaucoup par mon boulot où je couvre des courses automobiles un peu partout dans le monde et j'essaye, c'est pas toujours possible de parfois profiter un peu pour visiter l'endroit ou quoi. Et en tant que passionné d'automobile et de photo, le Japon c'est un trésor culturellement pour plein d'aspects, mais notamment pour ces aspects-là. Et là cette année, je suis parti au Japon pour couvrir les 6 heures de Fuji, donc une course d'endurance un circuit magnifique au pied du mont Fuji. Et je suis parti quelques jours avant avec un ami qui fait pas du tout ce métier-là, mais qui s'est fait des vacances au Japon aussi. Et on a loué 2 Mazda MX-5 qui sont des petits roadsters japonais, tout axés sur le plaisir, qui n'en fait pas trop, des roadsters, voilà, des voitures assez simples et juste sur le plaisir. On en a loué 2, donc la première des années 90 et la dernière des années 2015, quelque chose comme ça, et on s'est fait un road trip avec ces 2 voitures et c'était comme un pèlerinage pour nous. Ça a duré 3 jours, mais on s'est régalé. Et c'est des photos là aussi en story où j'ai fait un post aussi là-dessus. C'est des photos vraiment juste pour le plaisir que j'adore faire et que c'est. Vous êtes bien amusé manifestement, ça je vois, même les angles de vue sont recherchés et tout, ça avait vraiment de la gueule. Faut savoir la MX5 pour les gens qui connaissent pas, effectivement ça va pas parler. Moi j'ai connu un possesseur de MX5 qui était dingue de MX5, donc je connais la symbolique de cette bagnole là et ce qu'elle peut représenter pour les gens qui l'aiment. Donc effectivement c'est vraiment un truc hyper pointu quoi. J'en ai une au garage, donc d'accord, c'est la grande passion. C'est la première voiture que j'ai achetée. J'avais 22 ans, dès que j'ai eu un peu d'argent de côté, hop, j'ai acheté ça direct. Il me fallait un cabriolet et ça reste la meilleure décision de ma vie. Je pense que je la vendrai jamais. C'est la question. Moi, c'est mon petit regret de ma jeunesse quand j'étais jeune. Le roadster, le vrai roadster de la folie, c'était le Z3. C'est une voiture que j'ai jamais cessé d'aimer en fait. Et à l'époque, j'ai pas été loin d'en acheter une et je l'ai pas fait. Je pense que si je l'avais fait, je l'aurais jamais revendu. J'avais pas à l'époque à la place. J'avais pris une Mini Cooper S qui était pas vilaine non plus, tu vois, mais c'était pas le même délire. Et puis évidemment celle-là, le jour où j'ai eu des enfants, c'est sûr. Une familiale, un beau Renault Scénic de papa quoi. Mais je pense que si j'avais une Z3, je l'aurais jamais revendu. C'était vraiment. Je comprends. Vraiment. Et pourtant, je suis pas dingue de voiture non plus, mais celle-là. C'est juste le plaisir. Il y a des voitures, c'est juste du fun en fait. Et, exactement. C'est assez extra. On va attaquer la partie interview à proprement parler. Les 4 premières questions, c'est toujours les mêmes. Quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi ? Alors, j'ai pas une très grande culture photo, même si j'ai fait un BTS photo et c'est vrai que c'est une des choses que ça m'a quand même le plus apporté, la culture photo. J'ai quelques livres que j'adore de Depardon parce que voilà, c'est un des photographes préférés d'un de mes meilleurs amis et donc je suis rentré dedans et j'adore ça. Mais là, pour répondre à ta question, moi je travaille beaucoup pour une agence qui s'appelle l'agence DPPI. Qui existe depuis les années 60 et depuis quelques années ils sortent des livres sur leurs archives. C'est un livre par an, donc il y a 1965, 66, 67, là je pense qu'on est au 69, ils doivent être en train de travailler sur le 70 et c'est des livres juste magnifiques où ils ont numérisé des archives absolument folles qui n'avaient pour la plupart jamais été publiées et ils ont vraiment fait ça bien, ils ont numérisé ça propre, ils ont bien retouché, etc. C'est des noirs et blancs magnifiques pour les premiers livres. Et honnêtement, ces livres, chaque page est un tirage. C'est super beau et c'est toute une époque. Et c'est un peu un monde parallèle par rapport à ce que je shoot aujourd'hui parce que le sport auto et la photo ont énormément évolué. Donc tout ce qu'il y a dans ces livres ne sont absolument pas réalisables aujourd'hui, même si on va sur des courses de voitures anciennes et tout.
tout a évolué énormément, donc c'est un état des lieux d'une époque et de ma passion à l'époque. Et ouais, si je peux conseiller, c'est ces livres-là. Donc, c'est des car racing, ça s'appelle. C'est que des livres dédiés à la course automobile depuis les années 50. Ouais, c'est les archives de l'agence. Et c'est que du sport auto. D'accord. Et voilà, il y a les 24 heures du Mans, les grands prix de l'époque. Ça doit être sympa. Donc, il y en aura forcément une où il y a Steve McQueen qui va apparaître. Ah ouais, tout à fait. C'est clair. Ils ont ça dans les archives. Je veux bien cet exemplaire-là, je veux bien. Ouais, tu m'étonnes. Ça me plairait bien. J'ai déjà pas mal de livres sur lui comme ça, mais ça pourrait être sympa. Si je te demande ce que c'est qu'être créatif. Si on avait le mode d'emploi, ça serait moins drôle. Mais je pense que le mode d'emploi, c'est pour ça que je pose cette question à tout le monde. Ouais, en même temps, si on avait le mode d'emploi, est-ce qu'on resterait créatif? Je pense pas, tu vois. Je pense qu'être créatif, c'est réussir à être un peu différent, à penser un peu différemment, mais pas forcément différemment des autres, surtout différemment de soi, en fait. Ouais. Et arriver à, moi, quand je pars sur une séance en bord de piste, une séance d'essai ou quoi, en sport auto, que je reviens avec une photo que j'avais pas anticipée, c'est là que je pense que je peux me dire que j'ai été créatif quand j'ai su jouer entre les éléments, la lumière, les différents éléments et les différents paramètres de mon appareil photo et ramener une photo que j'avais pas pensé. Je pense que c'est ça, c'est quand on arrive à aller un peu plus loin que ce qu'on a pensé et à toujours réfléchir un peu plus et c'est ça, c'est de la remise en question et de la réflexion et de la passion et voilà. Donc c'est quand tu sors de ton idée préconçue de ce que tu vas faire en fait. Ouais, je pense, hein. Il me semble en tout cas. Ok. Qu'est-ce qui te fait déclencher? Qu'est-ce qui me fait déclencher? J'ai pas vraiment de réponse. La voiture qui passe devant l'appareil. En fait, surtout aujourd'hui avec nos cartes mémoire illimitées et tout, je me prive pas en fait. Je déclenche dès que j'en ai envie, Qu'est-ce qui me fait le plus déclencher? Moi, les belles lumières, mais comme tout le monde, hein, Mais bon, je sais pas trop quoi te dire. Okay. C'est instinctif, quoi. Ça vient tout seul. Ouais. C'est quoi une bonne photo? Bon, une bonne photo, ça c'est super subjectif. C'est une photo qui plaît à son auteur. Ça s'arrête là, ça suffit pour moi. C'est une très bonne réponse. La plupart des gens ne pensent pas à simplement se prendre en compte et regarde ce que les autres vont penser, alors qu'en réalité, je pense que le plus important, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, moi, on me demande souvent des avis. Je suis personne pour donner mon avis et dire que ça, c'est une bonne photo ou une mauvaise photo. Si elle te plaît, c'est qu'elle est bonne. C'est tout. Je vais te dire, là, je suis dans une réflexion sur ça justement en ce moment et je tends de plus en plus à penser que si tu fais quelque chose qui te plaît, si tu fais une photo qui te plaît ou si tu fais un podcast qui te plaît, c'est une photo ou un podcast. Si tu fais quelque chose pour que ça plaise aux autres, tu fais du contenu. Et il faut le faire pour soi avant tout, hein, c'est sûr. Le contenu, c'est pas forcément la meilleure chose qu'on puisse produire à l'heure actuelle. C'est important d'avoir des gens qui écoutent, mais faire du contenu pour du contenu, je suis pas certain que ce soit la bonne recette. Non, ouais. Moi, je pense que l'essentiel, c'est que ça nous plaise à nous. Et voilà, c'est ma mère qui me dit souvent quand on sait pas quoi offrir, offre quelque chose qui te plaît à toi, en fait. Et c'est la même chose pour l'image, pour la photo, pour moi. C'est du bon sens. Tu offres aux gens ce que tu aimes toi, et après, libre à eux de l'aimer aussi. Exactement. Excellente réponse. La première question, le premier sujet que je voulais aborder, c'était la passion. Tu l'as confirmé tout à l'heure. J'imaginais pas une seconde que tu sois pas totalement dingue de voiture avant de commencer. Tu m'as confirmé aussi que tes deux passions, en fait, c'est la photo et la voiture et que tu as réussi à les concilier. La question, pour moi, en ce moment, en tout cas, c'est est-ce que la photo, avant d'être un hobby en soi, doit être un moyen de partager autre chose? Une autre passion, c'est-à-dire que tu as un centre d'intérêt, que la photo est juste un outil pour le partager. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Moi, clairement, je me suis passionné de photo assez jeune. J'ai toujours eu quelque chose pour ça, pour figer le mouvement, faire des images. Mais c'est vrai que ça a été avant tout un outil pour partager ma passion dès le début, des jeunes, quand j'allais sur les circuits. Moi, je viens de Pau, on a le Grand Prix de Pau chaque année à Pau. Je suis très attaché à ça et j'allais chaque année là à Pau, à Nogaro, qui a 2 heures de route et
en fait, j'avais besoin de partager ça, de partager ce que je voyais. Donc, je faisais plein de photos qui étaient nulles. Hein. C'était uniquement on a tous commencé à un moment. ce que je vois, bien sûr. Et je partageais ça sur les forums, sur Facebook, tout ça. Et moi, ça a toujours été ça. J'ai toujours eu un besoin de partager ma passion, en fait. Et la photo, je pense que j'en suis venu à la passion de la photo par ce besoin, oui, de partager mon autre passion pour l'automobile. Tu penses que tu serais photographe s'il n'y avait pas l'automobile? Je sais pas. Je sais pas. Déjà, j'ai jamais trop osé vouloir être photographe. Et c'est venu assez naturellement, en fait, parce qu'il y avait que ça et que c'était ça, quoi. Mais j'en ai aucune idée. Et honnêtement, je suis pas sûr parce que je suis pas sûr. C'est vraiment ce qui m'anime, quoi. C'est le clash de deux choses qui t'intéressaient, qui se sont mélangées, qui ont fait que t'es là maintenant, quoi. Clairement. Je suis pas sûr que je serais là, que je serais photographe si c'était pas de voiture, mais pourtant, aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande richesse à aller voir un peu autre chose aussi. Ouais. Et merci à cette passion pour m'avoir emmené vers la photo, parce que ça aurait été dommage de s'en priver, même si je fais à l'avenir autre chose que des voitures. Ce sera une évolution, en fait. Mais, oui, tout à fait. Après, j'y resterai toujours, hein, ouais. mais ouais. Je pense qu'il y a aussi une partie de kiff quelque part, de te dire je vais sur les grands prix. C'est quand même incroyable de se retrouver là où tu te retrouves grâce à la photo. C'est la seule meilleure place, c'est dans le cockpit, en fait. Mais en fait, c'est ça. Je pourrais pas vivre ce que je vis si c'était pas mon métier. Donc mon métier sert ma passion sert mon métier. Et j'ai vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là. Et ouais, quand je fais des grands prix, j'ai des accès qui ne sont même pas achetables. C'est-à-dire qu'il y a des places à des milliers d'euros qu'on peut acheter, mais en fait, là où je vais, ce n'est même pas possible. Il faut que ce soit ton job, ton travail. Et en plus, t'es payé pour être là. Et en plus, je suis payé pour, donc c'est royal, c'est clair. C'est ce que je me dis des fois. Je disais, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils me payent pour faire ce que j'aime? C'est quand même. Ouais, non, mais c'est sûr. On s'en rend compte, honnêtement. Ça veut pas dire qu'on se donne pas sur le terrain, qu'on compte pas nos heures, etc. Mais oui, c'est incroyable. C'est fou. Ok. Tu fais pas que des courses. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que tu étais photographe automobile plutôt que de courses. Tu fais aussi des rassemblements de passionnés, des choses qui sont périphériques aux courses. Ça, j'aimerais bien en parler un petit peu. On va poser un petit peu le décor pour toutes les questions qui vont venir après. Ouais, je fais du reportage en fait autour de l'automobile parce que c'est mon univers, c'est mon monde. Je travaille beaucoup avec l'agence des PPI et effectivement, on fait pas que de la course, on va faire des salons, des événements, des concours d'élégance qu'on appelle, etc. Mais je fais quand même surtout de la course auto. D'accord. Mais c'est toujours mandaté, ce genre de choses. C'est pas toi qui y vas. Tu peux tout à fait. Moi, je pourrais tout à fait, par exemple, prendre mon appareil photo et aller à un rassemblement comme ça et décider de faire des photos. C'est toujours du boulot, en fait. Ouais, en général, c'est toujours du boulot. À part les photos que je fais faire en perso quand je fais un road trip ou quoi. Ouais. Mais les rassemblements, alors. Rassemblements, il y a vraiment énormément de rassemblements, mais de là à être payé pour les couvrir quand c'est pas des gros rassemblements où il y a des sponsors et de la communication autour, ça va être plus compliqué. Moi, j'ai fait énormément de rassemblements depuis petit, les rassemblements des premiers dimanches du mois dans ma ville où il y avait des centaines de voitures, mais par passion, et c'est comme ça que je me suis fait la main. J'y allais parce que je regardais les voitures et je prenais des photos. Mais bon, faire un marché là-dessus, c'est quand même plus compliqué. Ça me paraît plus compliqué en tout cas. On va en parler un peu plus loin parce que moi j'ai une petite idée. On en a parlé hors antenne avant de commencer, mais moi ça a été mon premier réflexe en fait. On y revient après. Est-ce que pour faire ton métier, il faut être aventurier parce que tu voyages tout le temps, tu te retrouves des fois dans des choses. Alors on parle des courses automobiles où tu es sur le bord de la piste, mais tu t'as fait aussi le Dakar par exemple. Dans le Dakar, il n'y a pas un endroit confortable. Où toi tu es pendant que les autres ils sont dans le sable et dans la mouise, toi tu y es avec eux en fait. Est-ce qu'il faut avoir ce côté aventurier pour faire ça? Ouais, je pense quand même un minimum. Faut pas avoir peur de voyager, des galères, de s'adapter. Moi, je me souviens toujours la première fois que je suis parti hors France pour travailler pour l'agence. Je suis parti à Macao. Ils m'ont envoyé à Macao qui est en Chine.
indépendant, mais en Chine. Et ouais, tu prends l'avion, tu te retrouves là-bas, t'arrives, tu retires quelques sous de là-bas, tu prends ton taxi, t'arrives dans ta chambre d'hôtel. Macao, c'est beaucoup les casinos, etc. Donc la chambre était immense, elle faisait 3 fois la taille de mon appart, décalage horaire et tout. Et ouais, en fait, j'ai un peu badé sur le moment où je me suis dit putain, mais qu'est-ce que je fais là? T'avais quel âge à l'époque? J'avais 20 ans. Ouais, 20 ans. Ouais, t'étais tout jeune, quoi. J'étais tout jeune. Ouais. Bah, j'ai eu la chance plus jeune de vivre une expat avec mes parents et mes sœurs. On a vécu 3 ans au Venezuela et je pense que ça m'a ouvert au voyage, etc. Donc je savais un peu à quoi m'attendre dans le sens où voyager, partir loin, quelque part qu'on connaît pas. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à partir loin tout seul, à me retrouver dans les chambres d'hôtel et tout, faut être un peu accroché. Ouais. C'est une drôle de vie, quoi. C'est ça. Ouais, mais pour revenir au Dakar, c'est un peu l'extrême à ce niveau-là parce qu'on passe 8 heures dans la voiture, sur la route dans la journée pour arriver à un endroit où on va dormir, on va se lever à 4 heures du matin, arriver à un spot au milieu du désert et faire une photo par voiture, parce que les voitures ne passent qu'une fois évidemment à cet endroit-là, donc faire une seule photo par voiture, donc assez frustrant parfois, et parfois on a choisi le mauvais endroit, parfois on était mal placé, parfois ça marche pas. Et ça se passe comment? Vous êtes plusieurs photographes dans la voiture et vous décidez ensemble de comment ça se passe, ou c'est chacun? Ouais, c'est ça. On est une équipe au Dakar, on bosse pour l'orga. Alors ça change un peu chaque année, mais en général on a un photographe dans l'hélico, donc qui va faire une grosse prod hélico parce que lui pour le coup il a un moyen pour les photos qui est incroyable, où il va faire des photos aériennes, plus il va avoir la possibilité de se poser au sol et de faire des photos au sol, plus de repartir et de rattraper les concurrents. Bon, voilà. Mais sinon, dans la voiture, on est généralement 3. Et on a un peu chacun notre rôle. On a celui qui conduit, donc qui a quand même des compétences pour conduire en tout terrain, dans le sable, etc. Sans dire pilote, mais voilà, il faut quand même des compétences parce qu'on a un gros 4x4 équipé de course en fait. Techniquement, tu fais la course avec eux en réalité. En parallèle, ouais. Alors on fait pas évidemment tous les terrains avec eux. On va couper pour aller à certains spots, mais ouais, on va sur les mêmes terrains qu'eux. Donc on a une personne qui conduit, qui est photographe aussi. On a une personne qui est photographe, qui va s'occuper de la navigation, donc s'occuper de lire le roadbook, de lire les indications, parce qu'on est au milieu de nulle part dans le désert ou en tout terrain. Donc on n'est pas sur des routes avec des panneaux. Et ensuite, les années où je l'ai fait, il y avait moi qui était photographe éditeur en fait. Donc j'étais dans la voiture derrière et pendant ces heures de route, j'éditais ma prod et les prods des 2 autres, ou en tout cas de celui qui conduit. Et voilà, c'est travailler en équipe, c'est ce qui est super intéressant aussi. C'est chaud, ça doit être une sacrée aventure, mais effectivement, faut être bien accroché quand même. C'est des conditions, c'est clair. pour le faire. C'est ce qu'on voit pas toujours dans ces photos-là. En fait, c'est qu'on se rend pas compte que derrière, tu subis les mêmes épreuves, en fait. Bah ouais, c'est ça. C'est très très peu de repos, c'est beaucoup sous tension, c'est des conditions assez dures mais bon, c'est beaucoup de frustration en un sens parce que c'est beaucoup d'efforts et parfois tu vois pas. Bon, quand tu passes 4-5 heures au milieu du désert à faire des photos que t'as pas forcément une idée globale de ce que t'as fait, de ce que t'as produit, tu te dis mais c'est nul et tout. Et après évidemment quand tu rentres, que tu as un regard un peu calme sur tes photos, mais t'as la fatigue qui joue en plus. T'es un peu sous tension et tout. Ouais. Ça, je peux tout à fait comprendre. Mais putain, c'est un sacré truc. T'en as fait combien les Dakar? J'en ai fait 3. Tu retournes, si on te rappelle ou pas? Ouais. Là, a priori, ça devrait le faire pour celui en janvier cette année là, qui arrive. C'est pas encore acté, mais ça peut le faire. Mais c'est quelque chose que j'ai du mal à refuser quand même parce que c'est une sacrée aventure. Puis tant que t'as pas d'enfants, faut en profiter, quoi. Oui, c'est vrai aussi. C'est quand t'as des enfants, ça complique légèrement la donne là-dessus. C'est sûr. La question suivante, ça va plutôt être les comment. Comment est-ce qu'on se retrouve à photographier de la F1 à travers le monde, ou les 24 heures du Mans, ou le Dakar, ou qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, on t'a demandé à toi d'aller faire ce genre de choses? Moi, honnêtement, c'est venu naturellement. Naturellement. Je me suis battu pour quand même. J'ai fait un BTS photo parce qu'à
après le lycée, je savais pas où aller en fait, et c'était la photo. C'était rien d'autre. Je me souviens de dire ça à mes parents et qu'ils m'ont dit, ils m'auraient jamais dit de pas y aller, mais ils m'ont dit, mais t'es sûr que tu peux faire une vie de faire des photos de voiture? J'ai dit, on verra, on essaye. Il y a qu'un moyen de savoir. On sait rien. Et j'ai jamais honnêtement aspiré à dire je vais être photographe en Formule 1. J'osais même pas espérer ça, quoi. Et c'était déjà, si je pouvais faire des photos de voiture et gagner ma vie là-dessus, c'était génial. Donc j'ai fait pendant ce BTS, j'ai fait un stage à l'agence des PPI qui couvre tous les gros événements de sport auto, et j'ai fait un autre stage. Donc après ce stage chez les PPI, j'avais un autre stage à faire et l'agence était contente de mon stage. Ils m'ont même proposé, si tu veux ton prochain stage, tu le fais avec nous. Et pour moi c'était un peu la facilité, mais moi j'avais envie de voir autre chose, j'avais envie de voir du studio en fait. J'étais chez Astuce Prod, qui est un studio à Paris qui faisait toute la prod pour Citroën, donc toutes les images pour Citroën, et j'avais besoin de voir ça aussi. Et là, je m'éloigne un peu de ta question, je pense, mais c'est pas grave. Comment est-ce qu'on se retrouve? Non, mais justement, c'est le cheminement. C'est le cheminement qui m'intéresse. Mais oui, j'ai vu ça aussi. C'était très intéressant, mais c'était une journée entière de travail pour une photo, à éclairer la voiture dans tous les sens en studio, et puis ensuite encore plus de temps en post-prod. Et je me suis rendu compte, après avoir vu chez des PPI les voyages, l'aventure, comme on disait. L'aventure et l'action, c'est pas la même chose que le studio. Voilà, exactement, que construire une image comme ça. C'est intéressant, mais c'était quand même, j'étais quand même plus attiré par le reportage et les voyages. Et après, écoute, j'ai poussé avec l'agence et ça s'est toujours bien passé. J'ai toujours fait du mieux que je pouvais. Ça s'est bien passé. Et puis petit à petit, j'ai réussi à faire mon premier Grand Prix la première année, à en faire 2 l'année d'après et à en faire de plus en plus comme ça. J'aurais tendance à dire que t'as toujours une vision assez claire d'où tu voulais aller en fait. Peut-être sans le savoir, parce que au final... T'osais pas rêver d'aller au Grand Prix de F1, mais la réalité c'est que tu as dû y penser quand même. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent comment on fait pour devenir photographe de F1, et c'était même pas mon but ultime. Moi, mon but c'était de faire des photos de voiture, quoi. Ouais. C'était juste ça, et par contre quand je le faisais, je donnais tout. Je restais jusqu'à tous les événements que j'ai fait en amateur avant. J'en ai fait énormément, beaucoup, tout ce que je pouvais, et j'ai resté jusqu'à le Grand Prix de Pau qui était du coup dans ma ville le dimanche soir. Je faisais même le lundi matin les camions qui repartent. Ouais. Les camions ils sont fermés, les voitures elles sont devant. Et t'es là jusqu'au bout. Ouais, c'était une manière de vivre ma passion aussi de l'automobile. C'est la même recette pour tout en fait. Moi il y a des gens qui me demandent comment on vit de la photo. Je dis déjà tu commences en faisant tout ce qu'on te demande de faire, tu le fais, t'y vas. Ouais, c'est sûr. Quelles que soient les conditions, quels que soient les trucs. Moi j'ai commencé en faisant de la boîte de nuit. J'arrivais à 10h, je repartais à 5h. J'étais payé une misère, mais je le faisais. Mais l'essentiel aussi c'est de le faire avec passion, je pense, et ça te coûte rien en fait. Avec le sourire. Voilà. Si tu souris pas, c'est pas la peine. Par contre, oui, c'est sûr. Mais ça va tout seul si tu le fais avec passion et que voilà. Oui, en fait, si t'es capable de le faire même gratos parce que tu kiffes de le faire, être payé c'est juste un bonus, quoi. Ouais. C'est mieux d'être payé, hein, mais attention à pas le faire gratos, justement. Ne peut-être pas dire ce que j'ai pas dit, faut pas le faire trop gratos non plus, mais mais c'est vrai qu'en sport auto, on voit beaucoup de gens qui vont arriver partout. Sûrement partout, mais je parle de mon domaine, mais à le faire gratuit ou à vraiment pas cher, et qui vont casser un peu le marché et puis pas le faire longtemps parce qu'après ils se rendent vite compte des sacrifices et de ce que ça te coûte et voilà, mais le mal est fait. Ils t'ont salopé le marché entre temps, quoi. Exactement. J'avais eu ça à une époque où le mec me dit ouais, tu sais, machin, il fait ce que tu fais pour une bière. Alors il fait pas ce que je fais déjà. Et bon, en fait il va prendre une bière, 2 bières, et puis la 3e bière il va te demander du fric, quoi. Donc c'est pareil. Oui, il le fera plus, mais il sera habitué à payer une bière pour ça. Exactement. Puis moi, il va me proposer une bière derrière. Donc c'est un peu. Je vois tout à fait comment tu as pu penser à l'époque. Le deuxième c'est comment tu renouvelles les photos d'un domaine où a priori
tout a déjà été fait, vu et revu. Je sais que c'est pareil pour tous les domaines en réalité, mais dans ton cas, en tout cas dans le cas de la F1, c'est globalement les mêmes voitures. Alors évidemment, ça a évolué, mais la forme générale des voitures est la même depuis 40 ans. C'est globalement les mêmes circuits depuis 40 ans. J'imagine pas qu'à Monaco, il n'y a pas un angle qui n'ait pas été fait. Des fois, je me dis, vous passez même les bonnes adresses de balcons et d'endroits où shooter de père en fils presque. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah c'est marrant que tu prennes Monaco comme exemple, parce que Monaco, on pourrait croire que tout a été fait. Bon, tout a sûrement été fait, mais en fait, c'est le genre de circuit en ville, où en fait, en photo, on adore, on se régale, parce qu'en fait, tu bouges d'un ou deux mètres et bam, le décor a changé, t'as une façade différente, t'as un truc que t'avais pas vu, et en fait, chaque année finalement, bon après je fais pas partie des photographes qui l'ont fait 20, 25, 30 fois, mais quand même chaque année tu lèves les yeux et ça j'avais pas vu, tu changes de focale, tu changes d'angle, tu recules un peu, tu bouges, et les circuits en ville, pour ça, c'est un régal. Le pire, ça va être les circuits vraiment où c'est plat et où il y a rien autour et il y a 2 arbres avec lesquels jouer, et là, que tu bouges de 10 mètres, t'as le même angle, t'as la même photo. Monaco, pour ça, vraiment, la proximité avec les voitures. Puis comme tu dis, les voitures évoluent, donc il y a quand même l'aéro et tout, etc. La manière dont le pilote est dans la voiture, ou ce qu'il a autour de lui, les différents éléments vont faire que quand tu vas dans le détail, tu peux trouver des nouvelles choses quand même. Mais oui, après, on a de base, on est là pour documenter la course, donc on a des photos qu'on sait qu'on va faire dans tous les cas. Monaco, c'est clair. T'as des passages obligés, quoi. Voilà, la sortie du tunnel, t'as la voiture qui sort, ensuite t'as une vue avec la ville en fond, voilà, on est là pour montrer où on est, etc. Et ça reste des belles photos, donc on les fait à chaque fois avec plaisir parce qu'on les aime. Mais ensuite, c'est de chercher, c'est comme tout, c'est de regarder, c'est de s'inspirer, c'est d'essayer de jouer avec les différents paramètres de l'appareil photo et les différentes météos qu'on peut avoir, quand on peut avoir des petits changements à ce niveau-là, c'est d'être à l'affût pour chercher. Ouais. Il y a une photo que j'ai adorée dans ta couverture, je pense que c'est le dernier Grand Prix de Monaco que tu as fait, où en fait tu as la course et puis derrière tu as la boutique Gucci en arrière-plan. Voilà, ouais. Et ça, j'ai trouvé ça génial, par exemple. Mais ça, pour le coup, c'est un classique, c'est pas moi qui l'ai inventé, clairement. Oui, avec la voiture avec une vitesse relativement lente, avec la voiture un peu floue, et derrière les mannequins Gucci, c'est Monaco, quoi. Mais pour situer, je pense qu'il n'y a rien de tel, en fait. Mais j'ai trouvé très sympa. Encore une fois, je suis pas assez pour savoir si ça a déjà été fait ou pas, mais j'ai vraiment trouvé très très chouette cette photo-là, et je trouvais qu'elle exprimait bien ce que c'était le Grand Prix à Monaco, en fait, cette espèce de clash entre deux mondes totalement... la vitesse et le luxe. C'est assez intéressant. Sur ce sujet-là, justement, de renouveler, j'imagine que le drone aide un petit peu quand même si c'est peut-être un truc de plus à gérer dans ta journée. Le drone, moi j'en fais pas mal, mais quand je fais du drone, je vais être là que pour le drone. Et en fait, en sport auto, c'est très très rare de pouvoir en faire parce qu'on n'a pas du tout les autorisations. J'allais dire, à Monaco, ils doivent pas te laisser décoller comme ça. Non, mais n'importe quel Grand Prix, en fait, il n'y a jamais un drone dans le ciel. Il y a eu l'an dernier quelques tentatives de drone FPV, mais ils n'avaient pas le droit de survoler la piste. Ils étaient c'est très compliqué, en fait, parce que le risque que ça peut emmener pour ramener des images un peu différentes. Bon, en pro de télé, ils peuvent le concevoir, de faire du drone, et dans certaines situations, parce que voilà, c'est de la télé, etc. Ils vont beaucoup utiliser ces images, mais pour proposer aux photographes, autoriser les photographes indépendants comme ça de faire des photos en drone ou de faire voler, non, c'est infaisable. Les rares fois où j'en fais en sport auto, ça va être des séances d'essais privées, où une équipe va privatiser un circuit pour faire des essais, et là, avec les bonnes autorisations, etc., on peut faire un peu de drone, mais voilà. Mais il y a moins de monde, il y a moins de risques, il y a moins d'enjeux, il y a moins de situations chaudes. Exactement. Ou alors c'est en rallye au Dakar, par exemple. Alors plus maintenant que c'est en Arabie Saoudite, c'est que là-bas ils sont très 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 stricts là-dessus. Mais ou en rallye raid d'ailleurs au Maroc, là je sais que l'agence était au rallye du Maroc, ils ont fait des super images au drone. Mais parce que c'est pas le même terrain, c'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, imaginez en F1, il y a quelques années, je pense que c'était 2009, il y a un pilote, Felipe Massa, qui s'est pris un boulon, ou je sais plus, une petite pièce qui venait d'une autre F1 dans le casque.
il a perdu connaissance instantanément et il a foncé à 200 ou je sais pas combien direct dans les pneus en bord de piste et il a été en arrêt pendant des semaines. Je sais plus exactement, je veux pas dire de bêtises, mais c'est un petit boulon quoi qui provoque ça. Et voilà, c'est un petit boulon. Alors imagine un drone de 800 grammes ou 1 kilo, ce que ça peut faire. Ça peut être dramatique, tout ça pour ramener des images. C'est juste inconcevable. Expliqué comme ça, c'est beaucoup plus logique. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend de toi quand on t'envoie en reportage? Du coup, est-ce que c'est que des photos de course? Est-ce que c'est des portraits? Ça peut être des portraits des gens, mais aussi des véhicules. Des fois, tu as des formes de portraits qui pourraient s'apparenter presque de la photo de mode à des défilés de voitures. Est-ce que c'est de l'ambiance? Parce que si je prends Monaco, par exemple, tu démarres tes albums par des photos qui pourraient s'apparenter à de la street photographie ou du lifestyle. Qu'est-ce que l'agence qui t'envoie attend de ta part en résultat? Tout dépend du client pour qui je vais être là, mais globalement c'est de raconter le week-end. En fait, c'est du reportage, c'est de raconter ce qui se passe. Donc c'est vrai que on va à Monaco ou quoi photographier les pilotes qui arrivent en fait le matin, parce que bon, c'est des célébrités, c'est des photos qui vont vendre au final en presse ou etc. Et parfois t'as des pilotes qui vont arriver dans des tenues un peu atypiques, tel Grand Prix, ils vont avoir le maillot de foot local ou des choses comme ça, ou des tenues de mode. Lewis Hamilton, il prend un grand plaisir à quasiment tous les matins à se ramener en nouvelle tenue plus ou moins farfelue, mais c'est super. Et donc on fait des photos de ça parce que c'est intéressant. Et après le reste du week-end, ça dépend. En F1, on a bossé pendant 4 ans pour Alfa Romeo, qui est une écurie. Donc là, c'est suivre les pilotes dans toutes leurs activités tout au long du week-end, dans tout ce qu'ils font pour tout documenter. Sinon, on travaille pour la presse en général, pour la FIA, qui est la Fédération internationale de l'automobile. Et donc là, on va documenter la course de manière plus générale. Prendre des photos des voitures relativement basiques, mais pour montrer, comme on disait tout à l'heure, Monaco ou n'importe quel circuit, la première séance, voilà, à la base, c'est de montrer où on est, de montrer le décor et d'asseoir un peu tout ça. Et après, dans la course en elle-même, ça va être d'essayer d'avoir des faits de course, des dépassements, raconter la course, en fait. D'accord. Tout simplement. Quand on parle de photographier la course, en fait, c'est un week-end entier et tout ce qui va autour de la course également, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un Grand Prix de F1 qui va durer 1h30. En fait, c'est 4 jours. On est là du jeudi au dimanche et on travaille tous les jours. D'accord. C'est 4 jours intenses, en fait, en réalité. Ce qu'on voit pas, la partie cachée de l'iceberg dont on se rend pas forcément compte quand on regarde les images. Ouais. Il y a un truc qui m'a beaucoup étonné quand j'ai été sur ton site. Moi, je me suis arrêté sur les photos qui sont vraiment impressionnantes. Sur Instagram, tu publies des trucs qui sont vraiment impactants, tu vois, qui ont vraiment... c'est fort, c'est très très fort. Étonnamment, quand c'est publié dans les journaux, c'est des choses extrêmement sages. Justement, c'est pas les photos qui sortent le plus du lot qui sont choisies. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que toi t'en es conscient au moment des prises de vue et comment justement tu fais ces sélections là. Effectivement, un journal, il va avoir juste besoin de montrer la voiture à tel endroit, de montrer le plus clair possible et un truc simple. La photo la plus nette, quoi, et la plus lisible. Ouais, c'est ça. Et on les fait. Hein. Après, ça arrive d'avoir des photos plus artistiques, plus recherchées qui sont publiées, et ça se prête parfois à certains articles, et je pense qu'ils le font avec plaisir parce que ça change un peu, parce que ça peut attirer un peu l'attention du lecteur, etc. Une belle photo, mais souvent ils vont aller vers ce qui est simple, et pour moi, faut faire les deux, faut arriver à faire un peu tout, mais c'est sûr que la majorité, moi sur un week-end de F1, je vais livrer entre 800 et 1000 photos. Et effectivement, mon album perso, ma select perso, va faire peut-être 40, 50 photos où ça va être les plus belles, les plus recherchées, les plus artistiques, mais aussi parce que on s'en lasse d'avoir une voiture en 3/4 avant, toujours la même photo sur les mêmes circuits. Donc, Mais j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'ils republient à chaque fois, en fait. C'est ça le... Ouais, c'est la photo facile, mais pas que, honnêtement. Mais oui, dans la quantité, oui, c'est surtout celle-là qui
qui passent en Ouais, mais c'était très surprenant parce que vraiment, enfin, je te dis, moi, je me suis arrêté sur ton travail. ouais, c'est pas la même chose. J'aurais eu cette page-là, des photos qui ont été publiées. Je suis pas sûr que je t'aurais appelé forcément, alors que et ça masque un peu le reste de ton boulot. C'est ça qui est fou, quoi. Ah ouais, après, à moi, peut-être de montrer les publications, être peut-être plus sélectif sur les publications et montrer plus les publications où il y a ma patte. Je sais pas. Je suis pas sûr que ça changerait parce que les publications, c'est juste de montrer, regardez le volume de ce que j'ai publié. Ouais, c'est ça vient loin aussi, après les photos, donc c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu communiquais que sur ça, c'est plus simple. Du coup, il y a pas de patte en fait. Il y a juste. De toute façon, notre boulot, c'est l'association de faire de l'actu parce qu'on est là pour documenter, de faire de l'actu et de faire de la belle image. Et c'est l'association des deux. Et si tu arrives à faire les deux, à faire la très belle image en montrant l'actu, et bon, quand tu fais un filet très basse vitesse où tu es pas sûr du résultat et que tu as un déplacement à ce moment-là, bon. Après, si tu regardes la photo, t'as pas la photo, quoi. Alors que si tu fais un truc au millième de seconde figé, bah, t'as le doc, t'as les deux voitures côte à côte, quoi. Après, je te dis ça, mais en fait, en vrai, je retrouve ça moi aussi chez mes clients. Tu fais un mariage, tu te fais chier à faire une entrée ou un moment hyper esthétique où t'es à plat ventre par terre pour faire la photo la mieux cadrée possible et la plus jolie possible. Et en fait, tu fais ça et puis derrière, tu prends ton téléobjectif et tu fais un gros plan de la mariée et de son papa. Et en fait, la photo qui va toujours rester chez la cliente et qui est téléchargée en premier et qui va sur les réseaux sociaux, c'est toujours la plus basique des deux. C'est la plus préférée par rapport à celle où tu t'es vraiment donné du mal. Et en fait, celle-là, quand tu réfléchis bien, elle est presque faite pour toi, quoi. Ouais, mais c'est très important de la faire quand même pour toi parce que c'est ce qui te motive, c'est ce qui fait que t'es là en fait. Donc c'est vrai que parfois on va faire en sport auto, je pense toujours des très basses vitesses, etc. qu'on va nous voir nulle part. Ok, mais si c'est ce qui m'a motivé sur le moment et que j'ai assuré les autres et que le boulot est bien fait à côté, bon voilà. Et puis peut-être une fois sur 10 de ces très basses vitesses, il y en a une qui va vraiment sortir du lot et qu'on va voir plus et c'est important de garder ça, quoi. On n'est pas là. Moi, c'est un peu ce dont j'avais peur au début en allant bosser en agence ou même en faisant une école. J'avais peur d'être un peu normé, quoi, de suivre des normes et d'avoir des règles et ça, il y a une histoire quand il y a eu le Covid en F1, ils ont envisagé d'avoir. On a été très 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 peu nombreux. La F1, c'est l'un des tout premiers sports internationaux qui a repris. Ça a repris en juin ou juillet 2020. Donc vraiment, le monde était tout confiné ou sortait à peine de confinement. Et en F1, ils ont pris les très grosses agences. Ils ont pris les grosses agences qui sont là et quelques photographes par agence qu'ils ont autorisé à venir. Et ils ont envisagé d'avoir un photographe par virage, en fait, qui était là pour telle une machine faire la photo pour documenter comme les caméras télé le font. Il y a une caméra par virage et elles suivent la course et alors ça c'était vraiment la hantise, quoi, d'être là et de pas pouvoir être créatif et d'être bloqué au même virage pour faire la même photo tout le week-end. C'est tout ce qu'on. C'est abominable, ouais. Ça, c'est tout ce qu'on ne veut pas faire, quoi. Ouais, le pire cauchemar. Exactement. Ça tombe bien que tu poses cette question, que tu dises ça maintenant, parce que justement ma question suivante c'était sur ton positionnement pendant la course, pendant l'événement en général, pendant le week-end. Moi, je regarde pas vraiment les courses automobiles ou la F1 à la télé. D'une manière générale, je sais que ça dure quelques heures sur des circuits suffisamment longs pour que les déplacements soient pas simples. Donc ma question, c'est comment est-ce que tu décides de où tu shootes? Est-ce que c'est quelque chose qui est très planifié à l'avance? T'as repéré tes spots et tu décides à tel moment t'es à tel endroit? Est-ce que même par rapport à certaines voitures, tu peux décider d'être à un endroit à un moment? Comment tu gères ces choix-là et comment tu gères les déplacements entre ces endroits-là? Parce que du coup, il n'y a pas de ligne droite, tu peux pas traverser la piste pour aller à un endroit, tu es obligé de faire le tour à chaque fois. Comment ça se passe? Ouais, c'est énormément de repérage et d'anticipation et de réflexion, et tout dépend de ce qu'on va chercher à faire. Sur un week-end, on a les essais. Donc bon, je prends de base un week-end de F1, mais globalement, n'importe quelle course, ça va être plus ou moins ça. Mais on a les essais, et donc là, ça va être, bon, comme je te disais, d'abord de montrer où on est. Donc je vais chercher un endroit où on voit bien où on est, montrer la voiture un peu sous tous les angles, parce que je sais que pour communiquer, on va avoir besoin de ça, qu'on voit bien tous les sponsors, etc. Et ensuite, les autres séances,
un peu de ça, mais aussi là, ça va être plus le moment de faire de la belle image, d'aller chercher des angles un peu différents, de faire défiler, de tenter certaines choses. On va avoir ensuite les qualifs. Donc là, si on va en piste, l'idée c'est de pas être trop loin de la ligne de départ et arriver où ils vont en fait célébrer, parce que ça va être une image forte du week-end, le moment où le poleman sort de sa voiture et célèbre parce qu'il a fait le meilleur temps et qu'il part en pole position pour la course du lendemain. Donc si on va en piste, chercher à être proche de ça pour pouvoir revenir rapidement, ou si on est dans les stands, voilà. Et ensuite la course. Il y a différents types de courses, mais en F1, ouais, comme tu dis, ça dure 1h30. Et on regarde les courses précédentes. Les courses précédentes, je parle sur tel circuit, parce que chaque année, ils vont sur les mêmes circuits. Donc, avec les années, on sait à peu près où ça va dépasser, en fonction de certaines zones, etc. On essaye en fait d'anticiper la course, d'anticiper ce qui va se passer, d'anticiper les stratégies, de comprendre. Voilà, le plus tu comprends tout ça, le plus tu vas pouvoir bien te placer pour ramener, tel circuit, c'est tel endroit où il dépasse, ça arrive, hein, de passer toute une course au même virage pour le coup, parce que le reste, avant, dans le week-end, j'ai fait mes belles images, des images qui changent, etc. Et là, je vais vraiment attendre, parce que je sais que c'est là que ça va dépasser, et que je vois que les deux premiers sont très proches. Et donc, c'est le boulot, c'est d'attendre ça et d'attendre le dépassement. Ça me fait penser à une histoire que je raconte souvent, mais que j'aime bien, parce que ça montre un peu cette idée de placement et de ce que tu vas chercher. C'est en Hongrie en 2021, donc en Grand Prix de Hongrie, où Esteban Ocon, pilote français, est sur le point de gagner avec une Alpine. Donc c'est sa première victoire d'Alpine. Donc c'est pas quelque chose qu'on attend comme Lewis Hamilton qui gagnait tous les week-ends à cette époque-là. Et moi j'étais au premier virage justement, et il était très proche de Vettel qui le rattrapait assez vite, et ils étaient très proches. Et on est en fin de course à 5-6 tours de l'arrivée. Et à ce moment-là, tu sais que c'est le moment, en général, 5-6 tours de l'arrivée, c'est le moment de revenir vers la ligne d'arrivée pour faire la célébration, parce que ça va être la photo la plus importante. Le pilote qui gagne, c'est sa première victoire. C'est la photo à avoir. C'est ça, exactement. Mais en même temps, Vettel le rattrapait, et ils sont très proches, et tu te dis, si ça dépasse, c'est celle-là aussi la photo à avoir. Et là, on est deux sur les Grands Prix, on était deux à l'époque, et mon collègue, lui, il allait assurer l'arrivée, et moi, je restais là. Et à titre personnel, j'étais un peu frustré, parce que je me disais, peut-être que j'aurai cette photo, mais à tout moment, c'est Ocon, pilote français, qui fait sa première victoire, et je rate ces images de célébration. Mais ça fait partie du boulot, on est en équipe, et voilà. Au final, Vettel ne passe pas, Ocon gagne, tout se passe bien, et moi je cours vers la ligne d'arrivée pour essayer au moins d'assurer le podium. Je sais que la célébration je l'aurai pas, mais au moins d'assurer le podium. Mais les aléas du terrain et du métier font que Ocon, première victoire, il sait pas qu'il est censé, après son tour de décélération, rentrer au stand pour s'arrêter. Il connaît pas la procédure en fait, et il reste en piste. Il est surpris d'avoir gagné presque. Ouais, c'est ça. Il s'est pas intéressé à la procédure, parce qu'il s'attendait pas forcément à gagner. C'était pas écrit, quoi. Et il reste en piste, et au final, il s'arrête devant moi, un peu plus loin, au niveau du premier virage. Là où moi je suis en train de courir pour revenir, et je le vois qui s'arrête devant moi, alors qu'évidemment t'as 50 photographes qui attendent au parc fermé, là où il était censé s'arrêter. Et donc il s'arrête devant moi, et là je me dis, oh là là, je suis tout seul. Et donc et il sort de la voiture, et il fait des sauts, il est fou de joie, il laisse la voiture là, alors que c'est pas du tout dans le protocole, mais c'est pas grave, il est fou de joie. Et au final, tu vois, parfois, tu as de la chance. En étant mal placé, tu t'es retrouvé bien placé, en fait. Exactement. En étant mal placé, mais pour les bonnes raisons aussi. Et voilà, je suis le seul à avoir ces photos-là, et j'étais super content, au final, et récompensé en quelque sorte du sacrifice que j'avais fait. Comme quoi, des fois, il y a aussi la chance. Il y a aussi la chance qui joue, quoi. Et ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est dingue. Il y avait une autre question que je me posais. Alors là, on n'est plus sur la course, on est sur, par exemple, quand tu es dans les stands ou des choses comme ça. Comment est-ce que tu gères la proximité dans les stands quand tu es autour des équipes qui sont en train de travailler sur la voiture? Tu es dans les stands, tu es autour d'eux. Parfois, ça doit bouger un petit peu dans tous les sens. C'est quoi ta place dans tout ça?
tout dépend de mon rôle en fait. Tout dépend de mon rôle sur place, de pour qui je travaille. On a bossé pendant 4 ans pour Alfa Romeo, donc là on était vraiment dans le garage en F1. Il faut savoir qu'en F1 il y a beaucoup de questions de secret industriel, d'espionnage, etc. Donc tu ne rentres, à part si tu bosses pour un team, tu ne rentres dans aucun garage sous aucun prétexte. Donc là, c'est toi l'objectif. Là, dans ces cas-là, ouais, tout est l'objectif. On est au 200 ou au 500 et on va essayer de choper des portraits. Et puis les pilotes, ils sont cachés par des écrans. Même quand ils sont dans la voiture en train d'attendre dans leur stand, ils ont des écrans où ils regardent les temps, les datas, etc. Donc faut bien connaître et toujours pareil, anticiper, etc. pour choper des portraits. Par contre, quand tu bosses pour un team comme on a fait pour Alpha pendant plusieurs années, là on était dans le garage, donc tu pouvais vraiment. Alors pareil, il faut au début tu te fais discret, tu fais bien attention à gêner aucun mécano parce que les garages c'est assez petit, c'est assez étroit, etc. Et puis les mecs ils sont là pour bosser, c'est la compétition, ils sont minutés et tout, donc si t'es dans leur chemin, ils vont pas hésiter à te bousculer. Ouais. Et puis que ça n'arrive pas 2 fois, quoi. Donc tu fais bien attention. Et tu fais attention avec quel pilote aussi tu bosses. C'est des pilotes qui vont être plus ou moins ouverts aux photos. On a bossé plusieurs années avec Kimi Raikkonen, qui son surnom c'est Iceman, donc c'est l'homme de glace. Et lui, dès qu'il te voyait, même si t'étais au 50 ou au 85, que si t'essayais de te faire discret, dès qu'il te voyait dans son champ de vision, hop, il se retournait, il se casquait dos à toi, et le plus vite possible, etc. Donc, je pense qu'en 4 ans, en bossant avec eux, j'ai réussi à l'avoir 2 fois en train de sourire de face, quoi, vraiment, ou les moments où il m'a un peu oublié, mais dur. Et d'autres pilotes à cette époque-là, on avait Giovinazzi, le second pilote de l'équipe, et lui, par contre, il aimait bien les photos, il était très, très sympa, et donc là, tu pouvais y aller, hein, au 50, au 24, limite mettre ton boîtier rapidement juste devant lui dans le cockpit au 16 mm ou quoi, et là, tu peux t'amuser, mais voilà, c'est l'alliance de tout ça, mais moi, c'est ce que j'aime, c'est que dans ce métier, on va vraiment jouer avec toutes les focales et être amené à faire un peu de tout, ouais. Ah, c'est génial, c'est marrant de voir qu'en fait ça dépend autant des gens qui sont en face de toi que de la situation, quoi. Ouais. C'est quand même fou. Moi, c'est un peu comme partout en fait. Même dans un événement, t'as toujours une mamie qui aime pas être prise en photo. Et qui va t'éviter. T'as la petite cousine qui, au contraire, va se foutre sur toutes les photos. C'est clair. C'est exactement. En fait, nos métiers se ressemblent. On est photographes tous les deux. On fait du reportage, quoi. Mais quand tu fais du reportage, en fait, au final, t'as affaire aux mêmes gens, que tu sois au Grand Prix de Singapour ou au mariage dans la grange familiale, quoi. C'est clair. C'est assez rigolo de faire ce parallèle-là. La question suivante que j'avais, c'est un peu sur je pense que ça doit être un peu la base de ton métier, c'est les filets. Si tu sais pas faire des filets, je pense que t'as pas grand chose à faire en bord de circuit. Tu dirais ça, toi, tu dirais que c'est important, c'est le plus important? Bah, c'est essentiel et oui, c'est très important et je sais pas. On est d'accord que si tu sais pas faire de filet, c'est pas la peine d'aller faire des photos de course, quoi. C'est un petit peu la base. Bah, c'est la peine d'aller apprendre. D'accord. Alors justement, le filet, c'est un peu le premier truc que quelqu'un qui apprend la photo va apprendre. Je pense que c'est une technique relativement facile à assimiler, très difficile à maîtriser. C'est un peu comme le poker. 3 minutes pour apprendre les règles et une vie entière pour le maîtriser. Le filet, c'est la même chose. Donc tu le fais parce que t'es fier de faire des photos un peu impressionnantes au départ, et après t'oublies très très vite en fait ce que c'est, comment on fait. J'ai essayé d'en refaire un il y a pas longtemps, c'était une catastrophe. Toi tu maîtrises bien, hein, les tiens sont super beaux. C'est quoi le secret d'un bon filet? Comment est-ce qu'on fait un bon filet? Je sais pas, avec le temps tu commences à t'as les repères par rapport à telle vitesse en fonction de combien t'es loin de ton sujet ou de la vitesse à laquelle il passe. Et c'est beaucoup de pratique et d'entraînement, mais faut en bouffer, quoi. Faut en bouffer, hein. En fait, moi, c'est tellement pour le coup, toi tu dis que au début t'apprends la technique et puis tu t'en détaches. Moi, j'ai toujours pratiqué ça parce que j'ai toujours fait de la voiture et j'ai toujours fait ça dès que je pouvais. Et je me souviens, essayer quand j'étais amateur au Grand Prix de Pau et passer des séances entières au 15e de seconde à pour rentrer une seule photo, ce qui était un peu bête. Quand ça rentre pas peut-être, mais des fois, il faut passer par là, quoi. Il faut passer par là, par beaucoup de pratiques et beaucoup d'essais et persévérer. Enfin,
Ça peut être vite compliqué. Non, j'ai eu ça il y a pas longtemps, en fait. Je me suis retrouvé à photographier un bus électrique sur un circuit qui essayait de battre un record de distance et tout. Et à un moment, j'étais dans le coffre de la bagnole. Je pense que tu as déjà dû le faire, ça. On a notre voiture de location. On est devant le bus. Bon, le bus roule à 30 à l'heure. Donc, c'est pas non plus le truc le plus compliqué du monde. Mais je me retrouve donc dans le coffre de la bagnole avec mes appareils photo à essayer de faire des photos de ça. Et à me dire, putain, qu'est-ce que c'est les réglages pour avoir un truc à peu près potable. Et alors là, tu te retrouves. Alors, j'avais un tour de circuit. Je sais plus quelle distance il faisait, mais ça n'a pas duré longtemps. C'était genre 5 minutes, tu vois. Ouais. Et tu te retrouves en fait à assurer ton coup, à faire toutes les vitesses possibles, tous les réglages possibles, en te disant bon, 1 million de photos. Ouais, j'aurais dû y penser avant, mais je l'ai pas fait. Et ça putain, j'ai morflé. Alors à la fin, les photos sont belles parce que j'ai tout essayé. De 1/15e à 1/250e de seconde en me disant ça a bien, il y a bien un truc qui va fonctionner. Il y en a un qui a fonctionné au milieu, c'était un 60e, mais sur le coup je peux te dire que je faisais pas le mariole et je me disais j'aurais peut-être dû réviser avant de venir. Non, mais bon, après, comme tu dis, tu fais un peu toutes les vitesses et t'assures un truc et tu descends petit à petit. Et au final, c'est ça, je pense, en filet, c'est de commencer peut-être au 200e ou quoi, tu t'assures et puis petit à petit, tu descends jusqu'à ce que ça soit de plus en plus compliqué. Mais il faut continuer au final, quand on fait des filets très lents, parfois, alors c'est ce qui est bien en sport auto et en circuit, c'est qu'on a, tu le rates, t'as un tour suivant, les tours font 1 minute 30 et si tu mets 10 tours, bon, pour peu que t'aies le temps dans ta prod, etc., bah, si tu mets 10 tours, tu mets 10 tours et voilà. Alors qu'en rallye ou quoi, tu fais ton filet, tu le rates, bon, bah, c'est ciao. La voiture est passée, c'est terminé pour toi. La voiture, elle est passée, tu la reverras pas. Ouais. Ah, c'est clair. Au Dakar, ça doit être un peu plus compliqué de se rattraper. Y a un autre type de filet que je trouve magnifique dans ce que tu fais, c'est les filets de nuit. Ouais. Et ça, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu parce qu'il y a cette espèce de flou, les lumières qui bougent dans tous les sens. Enfin, ça a l'air, encore une fois, très simple. En réalité, je pense que c'est très, très compliqué d'avoir quelque chose de correct là-dedans. Bah, la nuit pour nous, filer ou pas filer, c'est vraiment magnifique à photographier parce qu'on peut vraiment... T'as plus de contraste, t'as des lumières pour jouer dans le fond, en fonction des vitesses, tu vas jouer avec des lumières, avec des effets. Et ouais, au final, c'est la même chose, c'est les mêmes filets, mais... C'est pas le même résultat. Et c'est joli, la nuit. Non, c'est hyper esthétique, en fait. C'est presque plus artistique qu'autre chose, en fait. C'est encore un filet en journée. Ça peut être quelque chose de très... pas attendu, mais c'est un peu la photo qu'ils vont publier dans le journal. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure, quand je disais, ils choisissent pas forcément les trucs les plus impressionnants. Des filets de nuit, c'est encore une autre planète, quoi. C'est vraiment artistique, en fait. Ouais, c'est sûr, mais c'est artistique parce qu'on va peut-être plus lent dans les vitesses pour faire plus de flou de bouger, etc. Mais c'est la photo que tu fais pour toi, celle-là, ou pas? Ouais, en partie, ouais. Ok. Mais toutes, j'ai fait toutes pour moi. Ouais. À la base, il vaut mieux. Ouais. Ce que j'avais pas réalisé au moment où je t'ai contacté, c'est que tu fais pas que des photos pour l'actualité, tu fais aussi des photos pour la postérité. Tu parlais quand tu conseillais ton livre, quand je t'ai demandé quel livre tu conseillerais un photographe plus tôt, tu m'as parlé des livres sur les archives de l'agence. Toi, tu participes du coup dans tes photos à des livres sur certains événements. Sur Le Mans, il y a des livres photos qui sont édités à la fin. Sur certains rassemblements, tu as des livres photos qui sont édités. Est-ce que ça impacte la manière dont tu shootes sur ces événements-là? Ouais, moi, c'est quelque chose que j'adore, c'est qu'on assiste à l'histoire d'un sport qui s'écrit. Ouais. Donc, et des moments qui me marquent le plus, c'est comme je te racontais l'arrivée d'Esteban Ocon en 2021 en Hongrie, c'est des moments effectivement où tu vas écrire une image pour l'histoire, entre guillemets, et moi, c'est quelque chose qui me fascine dans les photos de F1, c'est quand je revois les archives et tout, et que je revois certaines photos qui restent et que tous les photographes de F1 connaissent. Et c'est ça, j'ai eu la chance de faire le parc fermé, l'arrivée de Lewis Hamilton en 2020 en Turquie, son 7e titre de champion du monde. En plus, c'était en plein Covid, donc on était peu de photographes à être autorisés, etc. Et la photo en elle-même... j'ai fait une expo l'an dernier, un festival de photos de sport, et ça fait partie des photos que j'ai proposées, et on l'a pas forcément gardé parce que photographiquement, etc. Alors que moi, à titre personnel, c'est un des moments les plus forts que j'ai vécu, et c'est Lewis Hamilton qui est sur sa voiture comme ça, qui sort du combat. En plus, la course, il l'avait plus, la voiture est dégueulasse, le casque est dégueulasse. On sent vraiment que
voilà, c'est toute sa carrière en une photo. Et ouais, moi, c'est ce qui rajoute encore plus à tout ça. C'est je vais faire un peu plusieurs types de courses auto, mais c'est ce qui me motive encore plus quand je vais faire de la F1 ou Le Mans, c'est de documenter des événements historiques comme ça. Voilà, ça me touche, quoi. Et c'est l'histoire du sport qui s'écrit. Mais du coup, moi, je voyais plutôt ça de l'autre côté, justement, sur la partie privée qui peut y avoir, par exemple, sur les rassemblements, où tu as des gens qui viennent avec leur voiture. Il y a un livre qui est fait à la fin de ça, en fait, sur le rassemblement, où on va voir les participants, les voitures, les mettre en avant. Est-ce que toi, tu as... Parce que tu vois, tu as le côté historique, mais bon, tu as aussi toute la partie que tu dois faire de l'autre côté, qui est documentaire, quelque part, sur les gens qui étaient présents et choses comme ça. Est-ce que par exemple tu peux réfléchir, je te prends l'exemple du rassemblement de voitures classiques, moi c'est mon réflexe numéro 1, je suis probablement plus commercial dans mon approche de la photographie que toi, mais je vois ces gens-là qui arrivent avec leur voiture, c'est un milieu aisé plus parce que t'as pas une voiture de collection si t'as pas les moyens de l'entretenir, en plus tu viens pas l'exposer si t'as pas les moyens de la rendre vraiment belle. Mon réflexe à moi, c'est d'essayer d'avoir des belles photos de ces gens-là et peut-être de leur vendre un bouquin ou un tirage. Ouais, alors je suis pas bon pour me vendre, en fait, honnêtement. Et c'est pas mon truc, et c'est pas ce que j'aime faire. Et du coup, moi, j'ai l'habitude de faire des reportages où je suis mandaté en avance et je sais ce que j'ai à faire et je sais qu'à la fin, je vais être payé pour. Je vends pas des photos à la fin, je vends un reportage et je suis payé à la journée de prise de vue. Et je vais pas chercher. Enfin, je vais chercher à faire le reportage en global. Et aller quelque part pour faire des photos et essayer de les vendre, c'est pas mon truc. Non, mais ça pourrait être une logique, en fait, parce que c'est vrai que ça fait partie. Ouais, c'est sûr. Ça fait partie de l'économie, même pour l'agence, simplement, tu vois, qui pourrait se dire, tu sais quoi, tu fais des portraits des gens et puis nous, on s'occupe de les vendre derrière. Et ça arrive qu'on le fasse sur certains événements. On fait ça. On avait fait une année le tour de Corse historique où on était là pour vendre aux concurrents des photos. Et il y a tellement de monde, en fait, qui font des photos déjà. Moi, je préfère avoir la commande en avance. Même là, quand on fait ça, au Rallye du Maroc, on le faisait aussi quand je l'ai fait il y a 2 ans. Mais c'était avant le rallye, pendant les vérifications techniques, donc avant le début du rallye, qu'on vendait un service de reportage photo, et pas après. Parce que après... Puis, il y a beaucoup d'argent, ils ont des modèles très chers, etc. Mais souvent, ça leur paraît fou qu'on demande de l'argent pour... les particuliers demandent de l'argent pour les photos. J'ai un ami qui essaye pas mal ici à Toulouse de vendre des reportages photos à des propriétaires de supercars, etc., qui valent des centaines de milliers d'euros. Et parfois, parfois ça marche, mais parfois ils lui répondent: non mais attends, tu veux que je paye? Déjà, je vais sortir ma voiture, je vais payer mon plein d'essence, je vais te faire un tour, et en plus il faut que je te paye pour les photos. Bon. C'est un mauvais réflexe qu'ils ont, surtout. Ouais, c'est ça. Quand t'as une voiture qui vaut 600 ou 700 000 balles. Non, mais. Vouloir payer 1000 balles de photos, c'est quand même. Oui, et puis il est loin de demander 1000 balles en plus. Ouais. Mais ouais. Non, mais à ce stade-là, c'est. Ouais. Et puis en fait, ils ont un objet. C'est tellement. Il y a tellement de gens autour qui se passionnent pour faire des photos de ça et qui les donnent avec plaisir. Oui, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas les payer. Non, mais c'est pour eux, c'est la norme, en fait, qu'on leur offre, et c'est limite un privilège qui donne aux gens de pouvoir la photographier, quoi. C'est bon. Ok. On finit toujours la partie interview en parlant d'une photo en particulier. Cette photo-là, c'est le gagnant de la course à Singapour. Elle est sur ton Instagram, si tu veux bien, on la postera dans l'article qui vient avec le podcast, comme ça les gens pourront la voir. C'est une photo qui est assez différente de ce que tu publies. J'avais écrit au départ du reste de ta production, mais en fait je sais pas, parce qu'il y a ce que tu fais, ce que tu publies et ce qui va en archive aussi dans l'agence, mais elle est assez différente en tout cas de toutes celles que tu publies. C'est le gagnant de la course qui saute, alors je sais pas s'il saute de sa voiture, hors de sa voiture, en tout cas il fait un bond assez incroyable. Du coup il est très haut, il y a une espèce de folie autour de lui. Cette photo, elle est intrigante, c'est-à-dire que tu mets du temps à comprendre ce qui se passe, en fait, et j'aimerais bien que tu nous expliques ce qui s'est passé et le pourquoi de cette photo-là. Elle est intrigante
Peut-être parce qu'elle est pas super réussie, je sais pas, mais c'est l'arrivée d'un Grand Prix en fait. Et puis c'est le Grand Prix de Singapour cette année, comme tu dis, c'est Carlos Sainz qui gagne le Grand Prix. En fait, c'est la première fois de la saison qu'un pilote non Red Bull gagne, et c'est quasiment la première fois que ce n'est pas Verstappen qui gagne cette année. Ouais. Donc c'était quand même un événement, et Ferrari qui gagne enfin une course depuis tout ce temps. Donc ouais, il y a beaucoup de joie, et il saute de la voiture, et en fait c'est l'arrivée d'un Grand Prix. C'est hyper court, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la célébration, c'est un moment clé, et tu sais jamais est-ce que tu vas faire du grand angle, du téléobjectif, comment il va célébrer, qu'est-ce qu'il va faire. Et là je choisis de faire du grand angle, et je compte sur ce saut en fait. Je suis pas forcément très très bien placé, j'aurais aimé être un peu plus bas pour que le sujet se détache un petit peu plus, parce qu'en fait on est énormément de photographes, on faut jouer des coudes, on est tous entassés les uns avec les autres, et voilà, et c'est ça en fait qui se passe. Et je suis au grand angle, tu montres un peu la ferveur, tu montres la voiture de laquelle il saute vers son team qui célèbre avec des drapeaux Ferrari, dans le fond t'as des feux d'artifice, et c'est ça, c'est l'histoire de cette photo. Ouais. Mais étonnamment, moi, ce que je trouve, alors que a priori on pourrait considérer que c'est un défaut de l'image, et en fait je trouve que ça contribue beaucoup à l'image, c'est cette espèce de petit arc-en-ciel au sol en fait. Et t'aurais été plus bas, tu l'aurais pas eu. Et effectivement, t'aurais peut-être eu... Petit arc-en-ciel, attends, je vais regarder la photo parce que là, je l'ai pas. Il y a comme une projection au sol, je sais pas, ça doit être un spot lumineux. Ah ouais, j'avais même pas remarqué ça. Non, c'est que la voiture est sur un écran en fait. D'accord, voilà. Et j'avais même pas remarqué ça. Ça fait ça. En fait, bizarrement, je pense que ça contribue à la photo, alors qu'en fait, c'est un point lumineux qui attire le regard, mais en fait, il le fait remonter bizarrement. Et comme c'est une flèche, ça te force à regarder vers le haut, et du coup, ça attire le regard vers le pilote. Effectivement, t'aurais peut-être pu être un poil plus bas et l'avoir totalement détaché sur le ciel, mais finalement c'est pas si grave parce qu'il est assez détaché. Je la trouve, elle m'a vraiment attiré l'œil sans que je sois capable d'expliquer pourquoi en fait. Mais voilà, c'est une atmosphère, c'est un ensemble, mais elle est largement perfectible, c'est sûr. Tu sens la folie en tout cas du moment, et c'est le plus important, parce que c'est comme ça qu'elle est réussie. Puis si elle te plaît à toi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ça. Oui. C'est pas se poser plus de questions. C'est le premier truc à se demander. Ok. Non, mais il y avait mieux à faire, mais il y avait pire aussi. C'est toujours ça. Bien pire à faire. Là, moi, je la trouve vraiment chouette. Ouais. Et après, autre chose par rapport à ce que tu disais, que j'en publie moins, etc. Ce genre de moment, en fait, t'en as qu'un dans le week-end. Ouais. Et il est pas facile à photographier. Tu peux vite être mal placé en fonction de ce qui se passe, ou être à la mauvaise focale. Et donc c'est pas le plus simple, alors que dans le week-end, des voitures qui roulent ou des pilotes qui se cassent, etc. Ça tombe tout le week-end. Donc ça va peut-être être le genre de photo que je préfère poster quand même, hein, mais t'en as beaucoup moins mécaniquement, quoi. Il y en a moins, c'est ça. Il arrive une seule fois, il célèbre une seule fois. C'est ça, exactement. Mais par contre, tu vois, je te racontais tout à l'heure l'arrivée d'Hamilton, son 7e titre. C'est les moments qui me marquent le plus, et que je suis le plus fier de vivre. Ouais. Non, c'est plein d'émotions. En plus, toi, t'es un fan, donc du coup, mécaniquement, c'est clair. Tu le vis plus intensément. Ouais. On va arriver à la conclusion de l'épisode. Si je te demande le pire moment de ta carrière. Le pire moment de ma carrière, honnêtement, j'occulte pas mal les mauvais moments, en fait. Ouais. Et j'en garde des leçons, mais à part ça, je vais pas trop m'en souvenir. Après, c'est des moments, je pense cette année, pour le coup, c'est des moments où on doit un peu se battre pour notre boulot. Pour cette année, sur la grille de départ, donc aux 24 heures du Mans, je bossais pour l'Orga. Donc j'étais un des derniers photographes à être autorisé sur la grille de départ. La grille, c'est là où ils vont aligner toutes les voitures, où il va y avoir beaucoup de VIP, beaucoup d'invités, beaucoup de monde, des célébrités, etc. Et puis petit à petit, les invités partent, et ensuite il reste qu'un tel, et petit à petit il y a de moins en moins de monde. Et je devais suivre, je ne sais même plus qui, c'était Kobe Bryant, si je dis pas de bêtises, un joueur de basket légendaire. C'était quand ? Comment ? C'était quand ? C'était cette année, 24 heures du Mans. C'est pas Kobe Bryant. Kobe Bryant, il est mort il y a 2 ou 3 ans. Excuse-moi, mais ça montre James, ma culture basketball. Je suis désolé. C'était un joueur de basket, en tout cas, célèbre. LeBron James, c'était ça. Ouais, désolé. Ça montre ma culture de basket, je m'excuse. Mais en tout cas, il descendait la grille de départ, et en fait, je me suis fait prendre par la Sécu, qui considérait que j'étais trop proche, alors que je suis vraiment dans le respect
des gens, mais je fais mon boulot, j'ai besoin d'être là pour faire des photos parce qu'il va descendre et serrer la main à des ministres ou des personnes importantes qui sont là. Et en fait, à me battre, je me suis fait arracher mon badge et ils m'ont sorti, ils m'ont dégagé de là. Et ça, c'est les moments chiants en fait. Ouais. C'est les moments où tu te bats juste pour bosser et t'es juste face à un mur en face et voilà, c'est ça, où la personne ne veut rien entendre et fait du zèle et ils m'ont arraché mon pass. Je suis passé par ailleurs pour rentrer et leur gars m'a très vite redonné un badge et ils ont quand même investigué, regardé les caméras de surveillance, regardé ce qui s'était passé pour vérifier ce qui s'était passé, quoi. Ouais. Mais effectivement, ils ont vu que j'avais rien fait de mal et que j'avais juste, oui, je me suis battu pour faire mon boulot, quoi. J'ai dit non, mais je dois être là et le mec ne voulait pas que je sois là. C'est les moments un peu plus pénibles, mais en général, il y a pas de souci, tout se passe bien. Après, quand il y a un souci, tu t'adaptes et puis voilà. On a tous comme ça. Il y a toujours un mec un peu borné qui essaie de te remettre à ta place pour te montrer qui c'est qui commande et puis au final, l'essentiel c'est d'avoir l'image, quoi. C'est ça, ouais. C'est quoi le meilleur moment de ta carrière ? Meilleur moment, c'est une alliance entre les moments dont je t'ai parlé, des arrivées de Grand Prix, des moments d'émotion comme ça, où quand c'est ton sport et que c'est ta passion, tu t'es vraiment au cœur d'un truc. Tu regardes et tu te dis, j'arrive pas à croire que je suis ouais, ici, c'est ça, c'est de le vivre en fait, c'est ces moments-là et c'est d'autres moments qui m'ont marqué, des lumières, des moments un peu de magie. Je pense à il y a une course d'endurance en Australie, les 12 heures de Bathurst, et c'est une course qui, le départ est donné à 6h du matin ou à 5h30 du matin, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Et c'est assez atypique parce qu'en général, le départ, Le Mans, c'est à 16h, les Grands Prix de F1, c'est à 15h en général. Et là, en fait, t'arrives au circuit le dimanche matin, t'arrives à 3-4 heures. Donc au début, tu pars de l'hôtel, il y a personne, les rues sont désertes, t'es au milieu de l'Australie. Et puis petit à petit, commence à y avoir des voitures, tu commences à faire un petit convoi et tu sais que tout le monde va au même endroit. Et puis tout d'un coup, ça bouchonne un petit peu, t'arrives au circuit, il fait encore nuit noire. Et puis, il y a la grille de départ, bam, le départ. Et puis hop, première lueur dans le ciel, le soleil qui se lève et tout d'un coup, bam, le lever de soleil, la lumière hyper puissante, et tu prends ça et puis c'est des moments magiques. C'est des trucs fous à vivre. Ouais, c'est ça. Je pense à ça et je pense à Pikes Peak cette année, qui est une autre course légendaire, une course de côte aux États-Unis de 20 km qui arrive à 4300 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment une course tous les passionnés de sport auto connaissent et c'est pareil, ils roulent le matin au lever de soleil et t'es là. Tu t'es levé pareil. Je suis parti de l'hôtel cette année. Enfin, je l'ai fait cette année. Il faut savoir aussi la magie de cette course. L'agence pour laquelle je l'ai fait ne l'avait pas couvert depuis 2003, je crois. Donc les opportunités d'y aller sont vraiment rares. Et ouais, tu pars de l'hôtel à 1h30 du matin, t'arrives là-haut, t'as froid, t'es couvert, t'as plein de couches, t'as des chaufferettes pour les mains parce que ça gèle, t'as des énormes gants. J'avais 3 paires de gants sur moi, j'avais des grosses moufles. Ensuite, j'avais des gants un peu plus petits avec lesquels je pouvais shooter, mais c'était compliqué. Des gants tout fins avec lesquels je pouvais bien shooter, mais j'avais froid aux mains. Donc je passais entre les couches de gants, mais après, voilà, toujours pareil. T'as le soleil qui se lève, t'as la route qui serpente, qui est embrasée par ce soleil, et t'as dans le fond une mer de nuages. Et voilà, quand c'est ta passion, que tu rêves, tu vois des images de ça depuis petit, c'est juste magique en fait. Je comprends tout à fait ce que tu dois avoir dans la tête en te disant putain, je suis payé pour être ici, quoi. C'est même plus que je suis payé, c'est je suis ici, quoi. Tu t'en fiches, mais t'es là, quoi. T'es à cet endroit-là, mais c'est vrai que c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Ouais, c'est ça. C'est beau, c'est beau. J'aime bien. C'est une bonne façon de conclure l'épisode. On va arriver à la dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Moi, pour rester dans mon domaine et dans le sport auto, c'est pas une personne en particulier, mais c'est vraiment les expérimentés de l'agence pour laquelle je travaille, l'agence des PPI. Des mecs comme François Flamand, Frédéric Le Floch, Jean-Michel Lemeur, et il y en a d'autres, mais qui ont 30 ans de carrière derrière eux, plus ou moins, et qui ont vécu... voilà, moi j'ai 27 ans, j'ai vécu quelques Dakar, quelques Grands Prix, mais eux ils ont vécu des centaines de Grands Prix, des dizaines de Dakar, et ils ont des histoires juste passionnantes. Ça va plus loin que de la photo, c'est des moments de vie, c'est ce qu'ils ont vécu, et quand je fais des reportages avec eux, je me régale en fait, parce que ils te racontent des choses. Incroyable. C'est l'aventure, c'est tout ce qu'ils ont vécu,
ces personnes-là, ouais, c'est... Ok, je note. On va discuter d'une petite liste de noms en antenne. Ouais, avec plaisir. On verra ce qu'on pourra organiser. Et merci beaucoup. Merci d'avoir ouvert ton œil comme ça. C'était hyper intéressant. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui vit sa passion comme ça et qui, enfin, on voit que tu kiffes en fait ce que tu fais, que tu adores ce que tu fais, que tu es heureux. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci à toi. Merci beaucoup. J'espère que la prochaine fois qu'on se voit, c'est autour d'une bière. devant une course ou quelque, enfin non, peut-être pas devant une course parce que ça veut dire que tu seras pas en train de la couvrir, c'est pas cool pour toi. J'en reviens un peu parce que à force j'ai quand même réalisé que je passais à côté de certains moments, donc maintenant je commence à apprécier aussi parfois d'être chez moi avec les amis et de regarder un Grand Prix, donc avec plaisir. Ce qui est sympa à faire. Bon, donc on s'organisera ça à l'occasion. Ça marche, avec plaisir. À très bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.